donc avec un retard abyssal. Je rappelle que nous avions un objectif en 2020 de 23% d'ENR, on était à 20%. Aujourd'hui, l'objectif à 2030 est à 40%, c'était absolument colossal pour nous. On était encore à 33% il y a 1 an ou 2 ans, hein. Le nouvel objectif communautaire est de 40%. Donc c'est un effort énorme si nous voulions être dans les clous communautaires. Mais en dehors de ça, on a un problème immédiat, c'est qu'on n'a pas assez d'électricité et qu'on ne veut pas en avoir assez dans les années qui viennent. Parce que nous avons un parc nucléaire qui est vieillissant, donc même si on arrive à régler les opérations de maintenance et à régler les problèmes de corrosion, j'ouvre une parenthèse, on voit que quand c'est réglé dans une centrale, ça redébloque dans une autre, dans un réacteur, donc les choses sont quand même, avant 2024-2025, il est fort peu probable qu'on arrive à un bon niveau de production. Ce qui veut dire qu'on achète sur le marché européen, ce qui veut dire que ça nous coûte abominablement cher, d'une part, que c'est une électricité qui est beaucoup plus carbonée que la nôtre, deuxièmement, et troisièmement, on déséquilibre complètement le marché européen. Pourquoi? Parce que nous étions un grand exportateur et nous devenons un gros importateur. Et donc, c'est les autres qui doivent se débrouiller pour nous fournir. Donc, il n'y a qu'une solution qui est à 2 volets. D'une part, la sobriété, et ça va bien parce que c'est ce qu'il faut faire sur le plan climatique, et d'autre part, le développement massif des ENR. Alors, développement massif des ENR, on a le projet de loi qui vient d'être adopté en première lecture au Sénat sur l'essor des énergies renouvelables, qui comporte un certain nombre de dispositions plutôt pas mal, d'autres éminemment discutables, notamment toutes celles qui s'asseyent sur toutes les règles de protection de l'environnement. Du reste, le Sénat y a mis pour partie bon ordre, hein, en supprimant une disposition. J'ouvre une parenthèse, le gouvernement voulait faire pareil pour le nucléaire et l'avis rendu par la section administrative du Conseil d'État est totalement négatif sur ce point. Je ferme ma parenthèse. Donc, il y a des choses intéressantes sur l'utilisation des délaissés autoroutiers, sur l'éolien en mer, qui est doté d'un véritable statut, mais il y a un grand absent du sujet, c'est celui de ce matin, l'autoconsommation collective. Il n'y a rien dans la loi là-dessus, en l'état actuel. Alors peut-être que les députés écologistes de l'Assemblée nationale arriveront-ils à réintroduire au niveau du débat de l'Assemblée nationale certaines dispositions, j'espère. Pour le moment, il n'y a pas. Alors, Madame Pannier-Runacher avait annoncé qu'il y aurait, on va voir si le gouvernement rajoute des choses. Pour le moment, il n'y a pas. Alors, comment expliquer cela? Comment expliquer cela alors que, je vais en dire un mot sur le plan juridique, l'autoconsommation est devenue un droit. Le droit à l'autoconsommation est reconnu par les textes communautaires et reconnu par le droit français. Pourquoi ce droit ne peut-il pas être exercé normalement? Eh bien parce que massifier l'autoconsommation collective nous fait changer de modèle. Ce qui n'est pas le cas de l'éolien en mer ou même des grandes centrales sur les parkings, parce qu'on reste dans des unités très importantes. Il faut bien comprendre que le modèle français est un modèle centralisé, une électricité centralisée. Au départ, c'est 58 puis 56 réacteurs qui vont fournir l'essentiel de l'électricité des Français. L'autoconsommation collective est exactement à l'inverse, c'est un modèle décentralisé qui permet donc à tout un chacun, collectivités locales, groupes d'entreprises, groupes de citoyens, de s'organiser pour produire leur propre électricité et la consommer. Ce qui, bien sûr, veut dire des investissements en termes d'infrastructures de réseau, mais ce qui veut dire une grande autonomie par rapport à la production centralisée électronucléaire, autonomie qui pourra tomber dans l'indépendance le jour où on aura convenablement réglé le problème du stockage de l'électricité. Or, nous sommes dans un pays qui a décidé de maintenir un cap nucléaire extrêmement important. Si on laisse aller, c'est tout le sujet, hein, vers
une autoconsommation massifiée, qui va être là pour acheter l'électricité nucléaire des réacteurs quand les collectivités et les individus n'en auront plus besoin. Alors bien sûr, il restera les électro-intensifs, les grosses entités qui en auront besoin, mais on voit bien qu'aujourd'hui, certaines d'entre elles se tournent vers le renouvelable. Je pense par exemple à un très gros projet, il y a une joint venture entre ArcelorMittal et un électricien français d'ailleurs, qui est Thierry Lepère, pour ne pas le nommer, qui sont en train de monter un très gros projet en Espagne pour permettre précisément la fabrication de l'acier vert. Bon, typiquement, c'est de l'énergie qu'on n'ira pas chercher dans les centrales nucléaires. Voilà, donc tout ceci pour arriver là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire, je dirais, une situation un peu hybride. Alors, je vais très rapidement décrire le régime de l'autoconsommation collective. Je rappelle, accord de Paris, on est en pleine COP, tout le monde sait ce que c'est. Loi énergie-climat de 2019, avec les changements de la SNBC, objectif de réduction de 95% à 2050 pour les bâtiments, développé avec parc résidentiel BBC, et ceci se traduit donc dans le Code de l'énergie, avec l'article L104 du Code de l'énergie divisé par 2 la consommation énergétique finale entre 2012 et 2050, la loi énergie-climat, 32% d'ENR, maintenant on est à 40%, l'ART 2012 puis l'ART 2020 et la loi énergie-climat. Comment se présentent dans ce contexte les opérations d'autoconsommation collective? Donc, on a l'autoconsommation individuelle, c'est très simple, c'est un bâtiment, un particulier qui produit son électricité et qui se la consomme. C'est très simple. L'autoconsommation collective, elle vise à créer des boucles entre plusieurs bâtiments qui peuvent être producteurs et ou consommateurs de leur électricité et à la partager en ayant des boucles de rétroaction sur le réseau national, de telle sorte qu'un même bâtiment va pouvoir bénéficier à la fois d'une électricité auto-produite et d'une électricité à l'eau produite, c'est-à-dire venant du réseau. Alors, c'est la loi transition énergétique du 17 août 2015 qui a introduit le sujet, codifié à l'article 315.2 du Code de l'énergie. Je vais très vite, on va passer sur les freins parce que j'en ai diamo tout à l'heure. Et derrière cela, vous avez le lancement en 2016 du paquet Une énergie propre pour tous les Européens, la directive du 21 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir des sources renouvelables, avec le droit à l'autoconsommation collective dont je parlais tout à l'heure, article 21. Très important, le fait qu'une opération ne doit pas supporter des coûts qui ne correspondent pas à une réalité. Ils ne doivent pas être disproportionnés, discriminatoires ou injustifiés. Sur ce sujet-là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Pas de limitation du périmètre des opérations et recours au tiers investissement autorisé. Ça, c'est le texte communautaire. Au niveau français, vous avez la loi du 8 novembre 2019 qui autorise le recours au tiers investisseur, mais je dirais avec, alors je ne sais pas si on aura le temps d'entrer dans les détails, avec quand même des limites, parce qu'un tiers investisseur ne peut pas participer à toutes les sociétés qui vont participer à l'opération d'autoconsommation. La notion d'opération d'autoconsommation collective dite étendue, je vais revenir sur ce point, une modification de l'article 315.3 du Code de l'énergie concernant les frais d'accès au réseau,
règlement spécifique pour les bailleurs sociaux qui leur permettent d'être PMO, je vais revenir aussi là-dessus, et un premier arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique pour l'autoconsommation étendue. Ensuite, vous avez un arrêté modificatif du 14 octobre 2020, une ordonnance du 5 mars 2021 et un arrêté tout à fait récent de 2022 qui concerne les conditions de calcul des taxes pour les consommateurs non particuliers. Alors, c'est l'article 40 de l'ordonnance du 7 c'est l'article 7 de l'ordonnance de 2021, codifié à l'article L315.2 du Code de l'énergie qui définit ce qu'est l'opération d'autoconsommation collective en séparant ce qui est dans un même bâtiment et ce qui est étendu, avec donc un périmètre qui est en fait une circonférence qui est de 2 km, 1 km de rayon, 2 km en tout, qui peut être étendu à 20 km dans les zones peu denses. Alors, une zone peu dense, c'est quoi? Je ne dirais pas que c'est à la tête du client, mais je veux dire que c'est assez indéterminé comme critère. C'est quoi une zone peu dense? Voilà. Donc, l'électricité est située avec des points de soutirage et d'injection sur le réseau public de distribution de l'électricité. Un des problèmes sur lequel on bute, et je pense qu'on reviendra sur ce point, c'est la question, alors s'il y a un point important que je n'ai pas souligné, c'est la puissance cumulée des installations de production qui est inférieure à 3 MW sur le territoire métropolitain continental et 0,5 MW dans les zones non interconnectées. C'est une limitation qui est importante. Alors en fait, le gros sujet, et je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser la parole, parce que peut-être on vient un peu revenir sur des choses plus précises, et peut-être ma consoeur Arielle Guillaumeau, qui est très calée sur tous ces sujets, interviendra, et peut-être je reviendrai également pour dire un mot sur les communautés d'énergie renouvelables et les communautés énergétiques citoyennes. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans le débat, qui sont les structures qui peuvent accueillir ces opérations sans que ce soit une obligation. Mais il y a un sujet qui est vraiment très important, c'est la question de la connexion réseau. C'est-à-dire que toutes ces opérations d'autoconsommation collective sont conçues pour permettre à tout moment au réseau de venir compléter en cas d'insuffisance, que les gens ne soient pas sans électricité, mais avec, bien entendu, la question de la gestion du surplus. Qu'est-ce qu'on fait du surplus? Est-ce que le surplus repart au réseau? Est-ce que le surplus reste dans l'opération? Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la grande différence entre les opérations d'autoconsommation individuelle et les opérations d'autoconsommation collective, c'est que quand vous êtes dans l'individuel, vous êtes directement raccordé au réseau, vous ne payez pas de surplus. Quand vous êtes dans une opération d'autoconsommation collective, vous utilisez pour aller d'un point à un autre le réseau public, puisqu'on n'a pas le droit de faire des réseaux privés. C'est un des sujets probablement qu'on va aborder. Et donc, ce faisant, vous payez le TURP, puisque vous utilisez le réseau public. Et ça, c'est un des grands sujets de rentabilité des opérations. Et les raisons pour lesquelles jusqu'à maintenant on en a si peu, c'est que pour monter une opération d'autoconsommation collective qui soit rentable, mais je vais vous laisser vous exprimer sur ce point, il faut trouver des astuces. Parce que monter une opération d'autoconsommation collective pour l'impôt, c'est-à-dire je prends 5 bâtiments qui produisent, je prends 10 bâtiments qui ne produisent pas, les 5 qui produisent consomment et vendent aux 10 qui ne produisent pas,
généralement, c'est pas rentable. Donc, difficilement rentable. Et donc, il va falloir que certains vendent au réseau directement pour pouvoir, donc sous forme d'une autoconsommation individuelle, pour pouvoir avoir un prix intéressant qui va pouvoir venir équilibrer l'ensemble de l'opération. Donc, il y a des blocages qui viennent précisément de cette volonté de ne pas en faire trop. La même chose pour le périmètre de 2 km, la même chose pour les limitations de production. Et voilà, le paysage que je voulais dresser était un peu long et je vous laisse bien volontiers la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais peut-être représenter un petit peu rapidement Enogrid pour vous expliquer de quelle perspective j'interviens aujourd'hui. Donc Enogrid, nous on est une société spécialisée dans l'autoconsommation collective. On s'est créé il y a maintenant 4 ans et on intervient sur toute typologie de projet à chaque étape. Donc c'est-à-dire qu'on intervient avec les porteurs de projets de l'idéation jusqu'au suivi d'exploitation. Notre approche chez Enogrid, c'est d'apporter des solutions et des services pour permettre le développement de l'autoconsommation collective. Donc juste la deuxième slide et c'est parfait. En termes d'équipe, on est une équipe de 15 personnes à Paris et à Grenoble et aujourd'hui notre expérience c'est on est intervenu sur plus de 100 projets d'autoconsommation collective dans toute la France et on suit entre 40 et 50 opérations en exploitation sur notre outil de gestion qu'on appelait EnoPower. Peut-être la slide, pas la suivante, juste celle d'après. Ouais. Juste peut-être pour résumer ce qui a été dit avant et l'illustrer un petit peu sur le cadre réglementaire aujourd'hui et les deux modèles d'autoconsommation collective qui existent. Donc on a le modèle d'autoconsommation collective dans un même bâtiment, donc on est toujours avec plusieurs compteurs, un ou plusieurs compteurs d'injection et un ou plusieurs compteurs de soutirage. Dans un même bâtiment, on a le droit d'être soit sur le réseau BT, soit sur le réseau HTA, indépendamment du type de production. Et on n'a pas de limite de puissance, si ce n'est que la limite physique de ce que on peut installer sur le bâtiment. Donc généralement, ça ne va pas très très loin. Ensuite, on a le périmètre étendu, qui est l'autoconsommation collective tel qu'on l'imagine, avec plusieurs bâtiments, comme ça a été précisé auparavant, avec un périmètre standard de 2 km, un périmètre dérogatoire de 20 km. Très récemment, c'est quelque chose qui a pas mal fait évoluer l'autoconsommation collective, c'est qu'on peut être à la fois sur le réseau basse tension et sur le réseau haute tension, enfin HTA, en cas de production ONR. En cas de production conventionnelle, on est limité au réseau basse tension, mais il n'y en a pas beaucoup en autoconsommation collective de toute façon. Et on est limité à 3 MW de production cumulée. Le régime dérogatoire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on peut demander une dérogation ministérielle pour avoir un périmètre de 20 km sur des critères que, je vous l'accorde, ne sont pas forcément très transparents. Si ce n'est que c'est un habitat dispersé, faible densité de population et critères d'isolement. Ensuite, on peut passer à la suite. Je voulais dire un mot déjà sur, ça a été dit un petit peu en introduction, sur l'autoconsommation collective et comment ça se positionne pendant cette période de crise énergétique. C'est vrai qu'il y a une très forte demande des projets, tout simplement parce que les gens ont compris, ont vu les limites de la fourniture d'électricité, ont vu la nécessité de ce qu'on appelle la souveraineté énergétique et de la résilience des territoires localement. Quand on peut pas agir au niveau, sur la politique nationale de l'énergie, on agit localement pour essayer d'avoir une certaine résilience par rapport à ce qui peut se passer sur les marchés d'électricité ou de manière macro. Donc nous, chez Enogrid, on voit vraiment une très forte augmentation de la demande des projets. Et on le rappelle, l'autoconsommation collective, c'est le principe que producteurs et consommateurs s'échangent localement de l'électricité. C'est intéressant pour les producteurs maintenant, je vais l'illustrer juste après, mais c'est intéressant pour les producteurs parce qu'ils peuvent trouver une meilleure rentabilité pour leur production. C'est intéressant pour les consommateurs parce qu'ils vont bénéficier d'une électricité verte et locale à un coût maîtrisé.
et c'est également un modèle qui permet, qui est très inclusif, tout le monde peut participer à une autoconsommation collective, et ça permet également des nouvelles formes de solidarité localement. On le voit notamment chez les bailleurs sociaux qui utilisent pas mal d'autoconsommation collective comme un moyen de lutter contre la précarité énergétique de leurs locataires. Donc c'est aussi pour ça que nous, Enogrid, on s'intéresse beaucoup à ce modèle et qu'on essaie de le développer, c'est qu'on considère que ça permet une transition énergétique beaucoup plus inclusive que d'autres modèles. On voit, même si ça reste encore modeste sur 2022, mais on pense que les résultats vont plutôt arriver sur 2023. On voit des projets qui se multiplient avec un changement d'échelle qui s'explique par trois grandes raisons, on va dire. Ça fait 4 ans que l'autoconsommation collective existe, donc maintenant il y a une meilleure maîtrise et diffusion du modèle, à la fois côté Enedis, côté des bureaux d'études, de tout, un peu tous les acteurs de l'écosystème. Il y a eu pas mal d'évolutions positives, quand même, faut le noter. Il manque des choses, mais il faut quand même noter les évolutions positives qu'il y a eu en 2021. Je pense à l'ouverture à la HTA. On comprenait pas bien pourquoi l'autoconsommation collective était limitée au réseau basse tension. Et l'éligibilité au mécanisme étatique de soutien de la filière photovoltaïque. Je pense au droit à l'obligation d'achat pour le surplus dans les opérations d'autoconsommation collective et dans une moindre mesure l'éligibilité aux appels d'offres creux de l'autoconsommation collective également. Donc voilà, ça a fait un petit peu rentrer l'autoconsommation collective, pas comme quelque chose qui est un petit peu un ovni, quelque chose d'un peu à part dans les modèles photovoltaïques ou dans les modèles ENR, mais comme un modèle qui a sa part entière avec la vente totale, l'autoconsommation individuelle et maintenant l'autoconsommation collective. Et avec ça, juste pour terminer, et avec ça, on voit l'arrivée de nouveaux porteurs de projets qu'on n'avait pas avant. Historiquement, on va dire que l'autoconsommation collective était beaucoup portée par les collectivités, par les bailleurs sociaux, quelques coopératives citoyennes, des gens qui étaient plutôt motivés, on va dire, pour des raisons politiques ou pour des raisons d'objectifs d'innovation et autres, alors qu'aujourd'hui on voit des porteurs de projets qui sont plutôt drivés par des motivations économiques et de résilience. Donc je pense aux entreprises, je pense aux développeurs ENR et choses qu'on n'avait pas avant. Pour revenir sur le sujet de la rentabilité et de l'autoconsommation collective, je voulais juste illustrer un petit peu d'après la flambée des prix de l'électricité qu'on a eu en 2022. Donc, je vous ai sorti maintenant le graphique un peu célèbre qu'on a sur EnergyDev de l'évolution du prix de marché baseload de l'électricité. Donc, c'est le prix gros. Donc, on voit depuis le début de l'année 2022, avant ça, ça fait à peu près 20 ans qu'on est à autour de 60 € le mégawattheure sur le prix du marché de gros, et on est monté jusqu'au milieu de l'été jusqu'à 1 000 € le mégawattheure. Là, on est un petit peu redescendu, mais on s'accorde quand même à dire qu'on est content quand on redescend à autour de 300-400 € le mégawattheure, ce qui est 5 fois plus important que la situation de départ. Donc voilà, de penser à mon avis qu'on va revenir à un prix tel qu'on l'avait ces 20 dernières années, je pense que c'est un petit peu illusoire. La conséquence qu'il y a eu, c'est que la structure du prix de l'électricité TTC a complètement changé. Avant, on avait l'habitude de dire l'électricité, c'est un tiers d'énergie, un tiers de taxes, un tiers de turp. Là, j'ai fait ce travail sur le tarif réglementé, donc le tarif bleu que pour les consommateurs. On voit que grâce au bouclier tarifaire qui correspond finalement à une exonération des taxes, le prix TTC a été maîtrisé, mais la structure du prix a totalement changé. Aujourd'hui, on est sur un coût de l'énergie qui représente plus de la moitié du prix de l'électricité pour les particuliers. On voit que l'assise, qui est le nouveau nom de CSPE, TCFE et autres, qui est le nouveau nom des taxes, a fortement diminué. Le TURP, lui, a gardé, sa structure n'a pas changé en absolu, c'est juste en relatif, et la TVA. Donc, si je le dis différemment, avant un particulier achetait son électricité brute autour de 5-6 centimes, aujourd'hui il achète son électricité brute autour de 9 centimes. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence pour un producteur d'autoconsommation collective, la marge de manœuvre supplémentaire qu'il a, même si je suis d'accord, on peut, après on en reparlera, on peut parler d'un TURP un peu plus réduit, d'une exonération d'assises, mais de manière structurelle, avec les prix du marché, la marge des producteurs dans une opération d'autoconsommation collective a augmenté. Alors c'est vrai pour les particuliers, c'est encore plus vrai quand on va vendre de l'électricité à des acteurs qui sont hors tarifs réglementés. Je pense aux collectivités, je pense aux entreprises, etc. Où là, j'ai mis un prix, honnêtement, qui
peut faire peur, mais qui n'est pas du tout, enfin qui n'est plus du tout exceptionnel quand on regarde les factures de nos clients ou des projets qu'on étudie. Un prix de 35 centimes, de 35 centimes le kilowattheure TTC, c'est des prix qui deviennent maintenant habituels pour des entreprises, pour des collectivités. Et là, on voit que sur ce prix, sur ce tarif-là TTC, le prix de l'électricité brute monte à 72% de la facture. Donc on imagine, voilà, que on voit bien la marge de manœuvre qu'il y a entre un producteur qui se dit j'ai un LCOE autour de 8, 9, 10 centimes d'euros le mégawattheure et j'ai un consommateur qui achète de l'électricité 20, 22, 23 centimes hors taxe. Voilà, il y a une marge de négociation qui est maintenant beaucoup plus importante et qui permet à la fois aux producteurs et aux consommateurs de se retrouver dans ces opérations. Maintenant, les choses qui, dans mon sens, sont encore nécessaires pour vraiment massifier l'autoconsommation collective. J'ai envie de dire, c'est plutôt les deux premiers, on va parler de fiscalité, c'est plutôt du bon sens, aligner la fiscalité entre l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. J'ai toujours pas compris pourquoi ça posait un problème, sachant que un autoconsommateur individuel est exonéré de taxes, pourquoi un autoconsommateur collectif ne l'est pas. Voilà, d'un côté, on nous a expliqué que ça pouvait coûter cher au réseau de le faire. Bon, il n'y a pas tant d'opérations d'autoconsommation collective que ça, donc ça va pas faire des choses incroyables niveau budget de l'État. Et on voit très bien qu'en cas de crise, l'État est tout à fait capable d'exonérer quasiment les taxes pour une grande partie des populations. Donc, si on considère que la crise que l'autoconsommation collective est une réponse à la crise énergétique et à la crise climatique, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut largement s'envisager. Ensuite, il y a l'élargissement du champ d'application du TURP spécifique autoconsommation collective. On a été plutôt agréablement surpris que la CRE fasse un TURP spécifique pour les projets d'autoconsommation collective. Alors au début, la première version était un peu mal faite parce qu'il y avait un retour de bâton entre l'économie qu'on faisait sur l'autoconsommé et l'augmentation de prix qu'on pouvait avoir sur ce qu'on consommait du réseau. Ça, c'était le TURP 5 bis, ça a été corrigé au niveau du TURP 6. Par contre, le sujet sur lequel on a été très surpris, c'est que le champ d'application de ce TURP est resté basé sur la toute première définition de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire il faut que tous les participants soient derrière le même poste de transformation HTA-BT. Et en fait, plus personne n'utilise cette définition, et ce qui fait que quasiment aucun projet aujourd'hui n'est éligible à ce TURP spécifique. Ce qui est dommage parce que quand on fait... C'est un peu fait pour, non? Voilà. Parce que quand on fait les calculs, il y a vraiment des vrais gains maintenant à avoir sur le TURP spécifique. Ça pourrait permettre des économies supplémentaires aux consommateurs, ça pourrait permettre des marges de manœuvre et des rentabilités supplémentaires pour les producteurs également. Donc ça, c'est pour la fiscalité. Encore une fois, aujourd'hui, le prix de l'énergie est tellement haut que c'est plus c'est plus bloquant pour sortir des projets, même en autoconsommation collective pure. Mais voilà, je pense que c'est des améliorations qu'il faudra avoir, au moins pour donner de la visibilité de long terme pour les producteurs et les développeurs de projets. Ensuite, une des choses qui pour nous est importante, qui a été portée également par Plateforme Verte et Enerplan, c'est clarifier les conditions d'achat de l'électricité locale pour les collectivités. D'un côté, les collectivités sont ceux qui développent le plus d'autoconsommation collective. Ils sont à l'origine de plus de 50% des projets à différents niveaux, que ce soit les communes, les Comcom, les EPCI, les syndicats d'énergie, départements et régions, parce qu'ils ont très bien compris déjà eux l'intérêt de le faire sur leur propre bâtiment de manière groupée. Et ensuite, il y a des collectivités également qui voudraient aller un petit peu plus loin. Qui voudraient intégrer les acteurs du territoire, faire des projets mixtes, ou alors tout simplement pour les collectivités qui n'ont pas forcément de foncier ou assez de foncier à disposition, faire appel à des développeurs privés et autres pour se sourcer en électricité locale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai flou sur quand je suis une collectivité, comment j'achète de l'électricité en autoconsommation collective auprès d'un producteur local dans une opération à laquelle je participe. Donc actuellement, ça se fait parce qu'on est en dessous des seuils et autres, mais pour généraliser ce processus, on a les mêmes soucis, je pense, sur les pipiers. Il faudrait vraiment qu'il y ait une clarification sur une sécurisation sur comment une collectivité peut acheter de l'électricité locale via une opération d'autoconsommation collective à un acteur privé.
Et le dernier point que je voulais aborder, c'est augmenter la puissance limite des opérations d'autoconsommation collective. Tout simplement, quand on pense à l'éolien, on se dit qu'une éolienne fait 3 mégawatts par éolienne. Ça va devenir assez compliqué pour un développeur éolien de dire sur un parc éolien, il faut détacher une éolienne du parc pour faire de l'autoconsommation collective. Quand on sait le coût de raccordement d'une éolienne sur le réseau, c'est des capex qui sont beaucoup trop importants. Et également en projet photovoltaïque, depuis l'ouverture à la HTA, on voit nous également la limite des 3 mégawatts arriver de plus en plus souvent, et on trouve quand même un peu bizarre de devoir superposer des cercles d'autoconsommation collective pour dépasser cette limite un peu de manière virtuelle. Et le périmètre de l'autoconsommation collective, voilà, on a fixé 2 km parce que je pense qu'il fallait fixer une distance, 20 km aussi. Je pense qu'on peut réfléchir à peut-être des périmètres un petit peu plus importants, notamment si la puissance augmente, voilà, pour permettre des meilleurs foisonnements des opérations et des opérations multiproducteurs un peu plus importantes. Voilà, moi, c'est les 4 points que j'avais identifiés. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ces points. Je partage tout ce que vous avez dit, bien sûr. Peut-être rajouter 2 choses. Je voyais dans la presse ce matin que l'État va toucher 31 milliards d'euros de bonus des énergies renouvelables cette année. 31 milliards d'euros. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de marge de manœuvre pour peut-être faire un petit effort fiscal de l'autre côté, parce que l'État s'y retrouve plus que largement. Deuxièmement, revenir peut-être sur 2 sujets. Un, peut-être, Sébastien Hugo qui là pourrait en dire un mot, c'est sur le social, et un mot sur les collectivités locales. Parce que le mouvement en fait d'autoconsommation collective, qui s'appelait pas comme ça, a commencé il y a une dizaine d'années en France, une douzaine d'années en France, par des sociétés de citoyens qui ont mis de l'argent ensemble pour faire une opération. Ça a donné Énergie Partagée et quelques autres organisations dans lesquelles les collectivités locales étaient parfois partie prenante, parfois ne l'était pas, mais enfin n'était jamais très loin, parce que c'était au départ vraiment, moi la première que j'ai vue c'était à Fussmagne, et c'était dans les années, pas 2010, 2011, hein, quelque chose comme ça. C'est une des premières qui s'est faite en France. Donc là-dessus sont intervenus avec la directive de 2018 des systèmes permettant précisément aux collectivités locales de mieux s'organiser avec les communautés d'énergie renouvelable et avec les communautés d'énergie citoyenne. Alors, les communautés d'énergie renouvelable, elles peuvent effectivement intégrer toute une série de participants, sauf des grandes entreprises. Ce qui est la différence avec les communautés d'énergie citoyenne. Elles doivent avoir une dimension de proximité très forte et elles peuvent faire toutes sortes de choses, autoproduire, autoconsommer, stocker, acheter de l'énergie, etc. et écouler le surplus. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça peut tout à fait être monté par des collectivités locales. Il y a un seul hic, c'est que nous arrivons à la fin de l'année 2022, le décret d'application est toujours pas là. Et tout ça n'est pas, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure sur le TURF autoconsommation, sur le fait que le décret d'application soit pas sorti, tout ça, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. C'est le fait que l'État n'a pas envie, en l'état, de pousser trop le système. Toujours la même logique. On en fait un peu, mais pas trop. Donc, moi, je crois au contraire que le but, ça devrait d'être massifié. Alors, le deuxième système, c'est les communautés d'énergie citoyenne, qui peuvent, elles, intégrer des entreprises importantes à la condition qu'il n'y ait pas de contrôle effectif. Elles peuvent faire à peu près la même chose que les CER. Elles peuvent en plus fournir des services énergétiques à leurs membres et elle est responsable d'équilibre. On n'a pas du tout parlé de ce concept de PMO, c'est-à-dire de celui qui doit maîtriser l'équilibre entre ce qui est produit par l'opération d'autoconsommation collective et le réseau.
de manière à éviter les soubresauts, trop importants. Pardon, je suis pas Oui. tout à fait d'accord, parce que, enfin, faut vraiment différencier producteur et PMO. Donc PMO, c'est l'entité juridique qui doit relier producteur et consommateur en son sein, Oui. qui fait intermédiaire avec Enedis pour gérer opérationnellement la consommation collective. Et ensuite, chaque producteur, mais en fait, comme quand on fait de l'autoconsommation individuelle et de la vente totale, chaque producteur doit être relié à un responsable d'équilibre. Avant, on se posait pas forcément la question parce que quand on fait de la vente totale en obligation d'achat ou quand on revend son surplus en obligation d'achat, c'est EDF qui fait responsable d'équilibre. Au début de l'autoconsommation collective, comme on n'avait pas le droit à l'obligation d'achat, et que Enedis a commencé à demander qui est votre responsable d'équilibre, les gens ont commencé à se souvenir, ah oui, en fait, moi en tant que producteur qui injecte sur le réseau, je dois faire partie d'un cercle de responsabilité d'équilibre. L'astuce qu'on a trouvée, nous, c'est de demander aux acheteurs de surplus, de la même manière que quand on revend l'électricité à EDF-OA, quand le producteur va chercher son acheteur de surplus pour le surplus ultime de l'autoconsommation collective, il faut bien qu'il pense à demander également de faire partie du responsable d'équilibre de cet acheteur de surplus. Donc voilà, c'est un contrat tripartite à mettre en place. C'est vrai qu'il faut bien l'avoir en tête. C'est quelque chose qui a été très bloquant au début. Ça se règle un petit peu maintenant que pas mal de gens prennent le LOA, ça s'est réglé. Mais voilà, ce que je voulais préciser, c'est que la PMO a beaucoup de choses à faire dans l'autoconsommation collective, mais c'est pas elle qui est responsable d'équilibre d'une opération. Non, je pense que c'était pas contradictoire. Ce que j'étais en train simplement de dire, c'est que la communauté d'énergie citoyenne peut être le responsable d'équilibre. Ouais, elle n'est pas obligatoirement, mais elle peut être le responsable d'équilibre. Voilà. Oui, parce qu'il lui permettra de faire pas mal d'autres choses qu'en plus de l'autoconsommation collective. Exactement. Donc, ces outils-là sont des outils pour les collectivités locales extrêmement puissants. Et j'espère vraiment que le décret d'application va sortir de manière à ce qu'on puisse les développer, parce que aujourd'hui, on peut faire des CER ou des CEC, sauf qu'on est quand même un peu dans le flou sur le montage quand on rentre dans les détails de l'organisation, de la gouvernance, de tout ça. C'est un peu acrobatique parce qu'il n'y a pas le décret d'application et la loi est quand même extrêmement générale. Peut-être un mot sur le social, Sébastien, que vous connaissez bien. Oui, alors le social sur le solaire, je dirais que ça, aujourd'hui, ça se transforme un peu en aubaine pour ceux qui auraient la capacité d'installer des moyens de production ENR soit sur leur toiture, soit dans des friches à proximité, puisque on voit que sur un foyer précaire ou grand précaire, aujourd'hui, la production en autoconsommation permet de générer presque 2 paniers de courses par an en économie, ce qui représente une énorme accroissement du pouvoir d'achat. Mais ça reste encore bloqué dans toutes ces structures à monter et cette nébuleuse fiscale. Alors, mécanisme. Je précise qu'il y a une bonne amélioration côté pour les bailleurs sociaux, qui est la possibilité d'aider directement personne morale organisatrice et ne pas justement avoir de nouvelles structures à monter pour intégrer leurs locataires. S'il y a une chose qui a bien marché, c'est ça. Derrière, c'est vrai que pour le bailleur, c'est un nouveau rôle, notamment en termes d'information et de pédagogie auprès de ses locataires. Il y a pas mal de choses à faire. C'est assez bien listé dans le décret d'application qui a été pas mal travaillé avec l'USH et qui est très opérationnel. Donc voilà, je pense que pour les bailleurs, le cadre est là. Il n'y a plus qu'à. Oui, c'est la grande différence entre les bailleurs et les collectivités où il n'y a pas le cadre. Oui, tout à fait. Et pour un bailleur, j'ai envie de dire maintenant, c'est plus une question de stratégie et de comment il considère le photovoltaïque. Il y a des bailleurs qui ont toujours la vision du photovoltaïque, il faut que j'ai la meilleure rentabilité de mon kilowattheure. Voilà, et je vais calculer le temps de retour sur investissement ou autre. Et il y a des autres bailleurs qui sont rentrés dans la logique, en fait, le photovoltaïque, c'est un équipement comme un autre qui permet d'améliorer la facture d'énergie de mes locataires et qui vont le considérer de la même manière, par exemple, que l'isolation en extérieur. Aucun bailleur ne fait des temps de retour sur investissement d'isolation de l'extérieur et cherche à rentabiliser l'isolation par l'extérieur de ce bâtiment. Et il y en a qui prennent exactement la même logique pour le photovoltaïque. Je fais une rénovation énergétique, je mets du solaire en toiture et je fais de l'autoconsommation collective pour aller partager cette électricité avec mes locataires.
Après, moi, je pense qu'il y a quand même un point qui reste encore plus flou, c'est les équations de flux qu'on peut avoir localement et du coup de bénéfices pour l'État au niveau des TURP et des autres taxes. Et tant qu'on n'aura pas des équations claires de quel impact on aurait, nous, sur le réseau par une installation collective à tel endroit, et du coup, quelle réduction de taxes ça va amener pour la collecte quand c'est une énergie centralisée qui vient sur le lieu, on ne pourra pas avoir un équilibre, je dirais, entre les bénéfices de l'énergie centralisée et les non-bénéfices de l'énergie ENR locale produite dans une consommation. C'est pour ça que je pense que la PMO et notamment le logiciel que vous avez développé là, EnnoPower, c'est certainement l'outil qui permet de se présenter avec une solution soit de communauté d'énergie citoyenne, parce que je pense que c'est la mieux adaptée, et de dire voilà, nous on est capable de se piloter et de nous prouver qu'on aurait telle non-consommation réseau, donc telle perte de bénéfices, qui devront être complétées de votre côté parce que effectivement le réseau de transport d'énergie doit être capé sur la plus forte consommation énergétique de l'année et donc du coup impliquer des taxes qui sont à des niveaux tels aujourd'hui. Mais si on garantit qu'on ne renverra pas plus que 15% de l'ENR installé, bon, ben pourquoi on devrait être taxé sur les 85% qu'on va autoconsommer? Et c'est là où la PMO doit avoir son rôle à jouer. C'est de dire, taxez-nous sur ce qu'on va vous envoyer dans ce réseau qui est de votre ressort et de votre exploitation, certes, mais ne nous taxez pas sur ce que l'on produit pour soi-même. Alors, parce que, enfin, sur ça, je voulais rebondir parce que au début, pareil, de l'autoconsommation collective, on voulait que l'autoconsommation collective soit vertueuse pour le réseau, aide à équilibrer le réseau et autres. J'ai jamais vraiment compris cette logique sur pourquoi on en demandait plus à l'autoconsommation collective qu'à d'autres. Enfin, quand on va installer une centrale de 100, 200, 1 méga, quand on fait de la vente totale, de la revente en appel d'offres creux, enfin, on ne demande pas à cette centrale d'équilibrer le réseau. Ah. Et à la limite, cette centrale va peut-être avoir plus de conséquences en renforcement du réseau qu'une opération d'autoconsommation collective et en flux ascendant qui sont ce que le réseau n'aime pas, ce qu'on comprend très bien, alors que dans une opération d'autoconsommation collective, à minima, on s'assure que la production va être absorbée par la consommation à un instant T, sinon le projet n'est rentable pour personne. Donc, j'ai envie de dire, naturellement, pour moi, l'autoconsommation collective permet une meilleure adéquation production-consommation, alors que la vente totale, on cherche juste un foncier, un endroit pour injecter, et on ne regarde pas du tout les consommations qu'il y a sur cette branche du réseau. Donc, c'est pour ça, taxer, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis contre, pour moi, exonérer de TURP les flux d'autoconsommation collective. Je pense qu'ils peuvent être ajustés en fonction du fait qu'on n'utilise pas le réseau de transport et autres, ça bien évidemment. Faut savoir aussi que le TURP, il y a deux composantes, il y a la composante de gestion, il y a la composante de soutirage. Tous les participants de l'autoconsommation collective ont un petit surplus de TURP pour la gestion, pour tout le travail que fait Enedis justement, pour les gestionnaires de réseau sur les comptages, etc. Donc il y a déjà ça qui est pris en compte pour le travail qui est fait. Et après, on peut discuter sur où est-ce qu'on met le curseur sur le TURP des flux auto-consommés, justement parce qu'on n'utilise que 2 km de réseau, parce qu'on n'utilise pas le réseau de transport et autres. Mais exonérer totalement, pour nous bien voir le travail qui est fait côté Enedis pour permettre de gérer l'autoconsommation collective, je pense que c'est pas raisonnable, notamment quand on réfléchit au coût d'investissement qui serait nécessaire si jamais on devrait faire des réseaux privés et autres, ce qui serait assez, déjà en termes d'économie d'usage et d'économie de moyens, ça serait quand même assez pas super intéressant de doubler les câbles alors qu'il existe déjà un réseau existant, autant utiliser un réseau qui est performant aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre de savoir à combien on paye l'utilisation de ce réseau sur une petite branche. Après, les nouveaux réseaux, ça dépend, c'est comme dans tous les flux, ça dépend qui permet de payer le moins cher. Et je pense qu'aujourd'hui, certainement, l'intensité capitalistique, elle n'est plus là sur le réseau Enedis, et pour autant, on en paye encore
peu fort, quoi. Donc, Mais alors, deux choses là-dessus. Enedis va vous répondre oui, mais il y a le problème de la péréquation au niveau national et il faut bien, ça sert en fait à établir une certaine justice sociale et une justice territoriale. Donc, c'est un débat que j'ai eu souvent sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Il y en a un deuxième, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la disposition communautaire, sur le fait qu'on ne doit en fait rien payer de disproportionné, de non causé, etc. Je ne suis pas certaine que le niveau actuel du TURP peut répondre pleinement aux obligations communautaires. C'est une question. Moi, j'ai une idée de la réponse, on peut peut-être en avoir une autre, mais voilà, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'on a des questions? Alors oui, une première question. Dans le cas d'une forte augmentation des puissances et des distances entre les PDL d'une boucle, pensez-vous qu'on reste dans l'autoconsommation ou bien rentrons-nous dans une nouvelle forme de vente d'énergie dont les professionnels de la production vont se saisir? Et dans ce cas, doit-on faire une différence entre cette nouvelle fourniture locale et les CEC-CER du point de vue du TURP et des taxes? Je pense qu'il faut bien différencier PPA et autoconsommation collective. Il y a maintenant des mécanismes de vente un peu en direct entre des grands producteurs et des consommateurs, mais à savoir que c'est toujours des choses qui sont faites de manière triangulaire, on va dire, via le marché, via les acteurs du marché. On passe par un fournisseur pour faire un PPA, alors que l'autoconsommation collective, on est vraiment dans une logique de circuit court d'électricité producteur-consommateur qui est défini dans la loi, alors que l'autre, c'est un mécanisme de marché. Après, je ne rentre pas dans le débat de l'autoconsommation territoriale ou autre, qui sont finalement des concepts un petit peu plus marketing d'offres d'électricité fléchées, mais qui n'ont pas de base réglementaire sur l'autoconsommation en tant que telle. Alors, je ne sais pas, chacun va donner son point de vue. Moi, je pense que c'est une question intéressante parce qu'elle montre bien quelles sont les orientations qu'on peut avoir si on va vers la massification. Parce qu'effectivement, ça veut dire multiplier les petites opérations, mais ça veut dire aussi aller vers des beaucoup plus grosses opérations. Alors, quand on est dans une grosse opération, imaginons qu'on ait le droit d'aller à 10 MW, par exemple, des choses comme ça, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois, un peu plus de 3 fois ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore dans un concept d'électricité de proximité, tel que le définit l'autoconsommation, ou est-ce qu'on est dans un régime intermédiaire? Et est-ce qu'on a besoin de codifier, de réglementer ce régime intermédiaire? Je pense que c'est une question qui se posera, je ne sais pas, Ariel, est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que c'est intéressant parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la directive de 2018 qui parle de l'autoconsommation, il n'y a pas de limite de périmètre. Il n'y a aucune limite de puissance ni de périmètre. Donc en fait, on pourrait penser des énormes opérations d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose on n'est pas limité par ça dans le cadre du droit européen. On l'est dans le cadre franco-français aujourd'hui, mais on pourrait imaginer que la réglementation française évolue et que le périmètre augmente. Et dans ce cas-là, effectivement, est-ce que l'esprit de l'autoconsommation, on peut penser que l'esprit du concept de l'autoconsommation, si on parle d'une opération, je ne sais pas, sur 500 km, est-ce qu'on est toujours dans ce domaine-là? Est-ce que c'est peut-être une nouvelle forme de réseau indépendant? Voilà, je pense qu'on peut aussi peut-être prendre exemple sur les pays voisins, puisque l'Allemagne, elle a beaucoup d'opérations d'autoconsommation collective, beaucoup plus que la France. Peut-être qu'on peut s'inspirer déjà pour commencer de ces pays voisins-là, pour un peu penser ce type d'opération intermédiaire ou d'opération vraiment de grande taille. Ce que vous dites me fait penser à ce qui est en train de se passer à Dijon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Dijon, le maire, M. Rebsamen, qui est quand même proche de la majorité présidentielle, a lancé un énorme projet d'autoconsommation à l'échelle de la ville. En fait. Donc on n'est pas dans 2 km. Alors je ne sais pas comment juridiquement il a monté son opération, mais ça ne peut être qu'une justification d'opération d'autoconsommation collective. Force est de constater que c'est un modèle qui est aujourd'hui présenté à l'échelle européenne d'ailleurs.
Donc on voit bien qu'on va vers autre chose. Sébastien, vous avez un point de vue là-dessus? Aujourd'hui, en fait, compte tenu du bridage sur l'autoconsommation collective, tout le monde s'échappe sur le modèle des pipiers, quoi, qui Oui. est encore pas bridé en France et qui reste assez nébuleux d'ailleurs. Il y a quelque chose dans la loi. Européen. Il y a quelque chose dans la loi sur les énergies renouvelables qui est en discussion actuellement Oui, voilà. au Parlement. Il y a des dispositions spécifiques sur les pipiers. Hein. Soit ça va les brider et finalement ça va étouffer le système. Non, je ne crois pas que les brides. Mais si ça les libère, on rentrera dans un système plus global, on transportera l'énergie excédentaire plus loin et du coup, effectivement, on gardera son sens à la nature qui correspondra à une exploitation du réseau, courte distance, longue distance, moyenne distance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'échappatoires. Vous avez les pipiers, hein, c'est sûr, c'est le meilleur moyen de pouvoir monter une grosse opération en s'affranchissant des contraintes de l'autoconsommation collective, quitte à après rétribuer différemment différents investisseurs. Après, je pense qu'il y aura de la place pour plusieurs types de vente d'électricité en direct ou local. Un pipier, j'imagine mal, enfin, je le comprends, la pertinence d'un point de vue producteur ou d'un point de vue très gros consommateur. Les consommateurs particuliers ne vont pas aller faire des pipiers auprès d'acteurs, voilà, de gros développeurs projets. Donc, je pense qu'il y a de la place pour plusieurs modèles de vente locale d'électricité, de vente directe d'électricité, selon la distance, selon les puissances et autres, mais il faut juste que ça soit bien clarifié. Finalement, faut qu'il y en ait un petit peu, faut qu'il y ait une offre un petit peu pour tout le monde. Mais du coup, les brides sur tout ce qui est autoconsommation collective mettent un frein à l'attractivité vis-à-vis des financiers sur ces projets-là, alors que les PPA sont très clairs. Et un financier va plus poser 20 millions sur un PPA que 20 millions sur un projet d'autoconsommation collective aujourd'hui. Et c'est là où la non-simplification crée un blocage. Il n'y a que 150 ou 200 opérations depuis 2 ans, alors qu'en PPA, on voit des volumétries qui passent aussi bien en France qu'en Europe. D'ailleurs, après, c'est un modèle totalement libre. Et les financiers qui amènent cette intensité capitalistique, parce que c'est quand même des projets à haute intensité capitalistique qui ne voient pas de frein. Dans chaque banque, il y a un responsable des opérations structurées qui est là pour justement poser des millions sur des projets comme ça. Et voilà. Et alors, je pense que c'est ce que vous dites est vraiment important parce que derrière ça, il y a un problème de philosophie générale. Oui. Je veux dire, on a développé l'autoconsommation collective pour redonner du poids au local, redévelopper une économie locale à partir de l'énergie et créer des communautés, c'est-à-dire des gens qui ont un même intérêt sur un territoire à développer une forme d'énergie qui correspond bien à leur géographie et leur météorologie naturelle. Tous les encadrements qu'on a mis font précisément que certes ça se développe, mais pas autant que cela pourrait, avec des freins et des difficultés, et que donc il y a des échappatoires qui risquent de marginaliser ces opérations-là, alors que ça devrait être la règle générale. Donc là, il y a un vrai choix politique à faire, mais faire un choix politique en faveur de l'autoconsommation collective pour la débrider complètement, c'est dans le même temps, quelque part, abandonner le mythe d'une énergie centralisée qui reviendrait. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Moi, je suis partisan du mix européen, donc pas du mix énergétique français. Donc déjà, on voit bien que la centralisation par le nucléaire au niveau européen, le nucléaire diminue en part. Il peut y en avoir un peu, je veux dire, mais ça s'inscrit dans un ensemble plus. Voilà, donc après, c'est la grosse équation. Là, on voit, sur les 2 derniers jours où les températures ont commencé à chuter, le nucléaire, c'est entre 51 et 59% de la production, pas plus. Donc, on voit que les autres énergies, aujourd'hui, compte tenu des arrêts des centrales, c'est 50% quand même, à des moments de la journée, de la nécessité de la France. Et elles viennent aussi de l'extérieur. Elles viennent largement de l'extérieur. Sur les flux, sur RTE-Mix, on le voit en direct tous les jours. Elles viennent largement de l'extérieur. Le problème, c'est que ça vient du gaz, un peu du charbon, et aussi du renouvelable, bien sûr. Mais ça vient aussi du gaz et du charbon, avec l'impact ukrainien.
ce qu'il faut voir sur aujourd'hui, pourquoi massifier l'autoconsommation collective, en fait, c'est que c'est une double réponse. Il faut rapidement, il faut qu'on développe les énergies renouvelables. On ne va pas redémarrer les centrales nucléaires, qu'on soit pro ou contre le nucléaire. On ne va pas redémarrer les centrales nucléaires d'ici l'année prochaine, de toute façon. On a besoin d'électricité, c'est ce que vous avez dit au départ. Donc, il faut qu'on accélère un peu sécuriser notre production d'électricité. La manière la plus rapide de le faire, c'est avec les énergies renouvelables. Et d'un autre côté, les territoires ont besoin d'une résilience face au prix des marchés. Et donc, en fait, quand on regarde les deux, on arrive sur des opérations d'autoconsommation collective. Donc, même si au niveau national, il n'y a pas ça, je pense que chaque collectivité locale aujourd'hui a la capacité de lancer des opérations plus ou moins, alors dans le cadre qui existe, de manière plus ou moins importante, on peut toujours demander des choses, mais il y a aujourd'hui de quoi faire déjà des belles opérations, peut-être pas les opérations avec toute l'ambition qu'on peut espérer, mais de quoi faire de belles opérations. Et nous, on voit déjà la différence entre les territoires et les collectivités qui sont engagés dans cette démarche et qui récoltent un petit peu les prix de l'action qu'ils ont eu, et les autres territoires qui, il y a un coût de l'inaction. Les collectivités qui ont réussi à couvrir 30, 40, 50% de leur consommation d'énergie via la production locale sont quand même beaucoup moins impactées des hausses d'électricité que ceux qui n'ont absolument rien fait et qui aujourd'hui voient leur budget complètement exploser. Donc, il y a le côté poussé pour qu'au niveau national, on puisse débloquer encore plus l'autoconsommation collective, mais je pense que chaque politique locale aussi a son rôle à jouer et son application à prendre sur la maîtrise de son territoire et Bien sûr. Autre question. Y a-t-il beaucoup d'acheteurs qui acceptent de prendre les surplus des opérations d'autoconsommation collective et d'en assurer la responsabilité d'équilibre, hors obligation d'achat? J'ai en tête que cela peut être difficile. Alors nous, on a une liste on a fait le tour des acteurs et on a toujours réussi à trouver un acteur pour lancer des opérations de consommation collective. On n'a jamais abandonné une opération parce qu'on n'a pas trouvé un acheteur de surplus et un responsable d'équilibre. Sébastien, vous avez une idée? Non. Non, là, non. Je ne suis pas forcément sur le sujet. On a une autre question. Oui. Alors, pourriez-vous nous préciser quel acteur dans l'opération d'autoconsommation collective doit calculer et collecter la partie taxe, notamment la TICFE, la CTA et la TVA? Est-ce que le bouclier tarifaire et notamment la baisse de la TICFE s'applique aux opérations d'autoconsommation collective? Merci. Alors, au niveau des collectes, le TURP est collecté par les fournisseurs d'électricité et les consommateurs qui collectent le TURP sur la partie réseau et sur la partie, sur les kilowattheures autoconsommés, c'est les kilowattheures à l'eau consommée. Les taxes, c'est charge aux producteurs de l'opération de les calculer, de les collecter, que ce soit TVA ou assise. La PMO peut l'assister. Par exemple, nous, sur notre outil de gestion Enopower, on a un outil de facturation qui calcule ces taxes qui permet la collecte. Alors, la prochaine question, c'est plutôt une remarque. Il faut distinguer des régimes professionnels de l'énergie, dont l'objectif est la rentabilité des investissements, et des logiques de production par les acteurs locaux, dont l'objectif est la résilience d'un territoire. Alors, oui, je pense qu'on a chacun des choses à dire là-dessus. Oui, mais à mon sens, le succès de cette grande transformation dans laquelle nous sommes entrés, c'est d'arriver à lier les deux. La résilience des territoires, elle est indispensable. Vous l'avez rappelé il y a un instant, et c'est vrai que nous, dans les opérations que nous menons, menées par des collectivités territoriales, on en a plusieurs au cabinet, y compris sur l'hydrogène d'ailleurs, on voit bien qu'il y a à la fois un objectif d'aménagement du territoire, un objectif de développement économique local, un développement de communauté des acteurs, c'est-à-dire des objectifs qui sont d'intérêt général et politique, globalement, pour faire court. Ceci étant,
il faut que l'opération elle tienne la route. C'est-à-dire qu'à un moment donné du temps, il y a une rentabilité. Si on perd trop d'argent, ça ne marche pas. Bon. D'un autre côté, avoir une vision purement capitalistique des choses va à un moment du temps buter sur les opérations. Parce que des collectivités territoriales ou des territoires auront d'autres aspirations, et si la vision est purement capitalistique, ça ne répondra pas à leurs aspirations. Donc, pour moi, le sujet, c'est comment on croise les deux. Voilà, c'est ma position, mais je ne sais pas quelle est la vôtre, à l'un à l'autre. Ouais, ça dépend aussi de l'état des finances des territoires. Il y a des territoires qui vont avoir des budgets, qui vont avoir une capacité d'investissement en propre, et il y en a d'autres qui vont devoir faire appel à des acteurs, à des acteurs externes, des acteurs privés du marché. C'est à peu près quand on regarde, c'est à peu près la même logique qu'avec le tiers investissement. Certaines entreprises vont dire non, on investit nous directement dans une centrale solaire et on le prend sur nos budgets et on accepte que ça soit amorti sur plusieurs années. D'autres entreprises vont dire non, nous c'est pas du tout notre politique de gestion financière et on préfère passer par du tiers investissement pour ne pas avoir d'amortissement à faire. Il y a la même chose qui se passe au niveau des collectivités et des territoires, sachant qu'il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place sur les territoires. Je pense notamment aux SEM qui sont liés au syndicat d'énergie, les sociétés d'économie mixte qui investissent beaucoup là-dedans. Je pense aux énergies citoyennes qui sont en train aussi de passer du modèle de vente totale petit à petit au modèle de l'autoconsommation collective. Donc je pense que c'est avant tout un choix politique aussi des territoires de savoir quel modèle de financement ils cherchent à avoir, ou ils peuvent avoir. Je suis à peu près du même avis, c'est la capacité à financer ces opérations sur le territoire qui est en jeu finalement là, et donc du coup effectivement quand le prix d'énergie flambe, tout le monde s'aperçoit que un, il n'est pas protégé, donc il n'y a pas de résilience, et deux, du coup calcule ce bénéfice qu'il aurait eu à avoir une résilience locale et du coup à financer le projet qu'il voudrait faire aujourd'hui. Maintenant, la solvabilité des territoires est nécessaire et du coup, il faut que l'autoconsommation collective soit libérée sur, en tout cas, son équation économique pour qu'elle devienne aussi compétitive que ce qu'on peut trouver dans les PPP. Parce que si on veut massifier, on massifiera avec du financement, on ne massifiera pas. On voit par exemple, je trouve que Ariel parlait de l'Allemagne tout à l'heure, le système de tiers investissement mis en place en Allemagne à destination des collectivités et des particuliers, quand même un modèle très intéressant puisque, sauf erreur de ma part, la production d'électricité en Allemagne appartient à 50% aux collectivités locales et particuliers. Bon, ça a été rendu possible par du tiers investissement, qui est passé par une banque qui était dédiée à ça en réalité. Donc c'est peut-être là aussi où on peut trouver, mais encore une fois, en amont, je pense qu'il y a un choix politique définitif qui n'est pas fait, qui n'est pas abouti. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Est-il possible d'associer l'agrivoltaïsme en campagne à un projet d'autoconsommation collective? La dérogation ministérielle a-t-elle déjà été délivrée? Sur un projet d'agrivoltaïsme, alors les dérogations ministérielles, elles se comptent sur le doigt d'une main. Si on parle de la dérogation 20 km, elles se comptent sur le doigt d'une main, parce que bon, déjà c'est très récent, ça date de 2020, si je ne m'abuse, 2021, la possibilité d'avoir une dérogation, donc le temps de monter les projets et d'obtenir ensuite la dérogation, voilà. Moi, j'ai pas connaissance aujourd'hui d'une dérogation qui aurait déjà été délivrée pour un projet d'autoconsommation collective avec de l'agrivoltaïsme, mais en soi, je ne vois pas pourquoi ce serait pas possible. En fait, surtout que cette dérogation a la vocation à avoir lieu dans les milieux ruraux, les zones peu denses, donc rural, agrivoltaïsme, ça colle parfaitement après. Et il faut bien avoir en tête que l'autoconsommation collective, c'est pas seulement limité à une source de production ombrière centrale photovoltaïque classique.
vraiment toutes sources de production sont possibles. On a des très beaux projets en hydraulique, il va commencer à avoir des projets en éolien, solaire, agrivoltaïsme. En fait, la dérogation ne prend pas en compte la typologie des moyens de production, mais prend bien en compte le caractère dispersé de l'ensemble des participants. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, à notre niveau modeste, on voit une floraison d'agrivoltaïsme. Très franchement, ça se développe énormément. Maintenant, avec la définition que l'on a elle n'est pas tout à fait définitive, mais enfin, il y a déjà un texte qui a été voté sur la base d'une proposition de loi sénatoriale sur la définition de l'agrivoltaïsme. Et effectivement, ça répond bien à la fois aux besoins de développer de l'électricité décentralisée, à la rentabilité des terres, parce que ça permet à des agriculteurs d'avoir une double rémunération, à une amélioration de la productivité agricole, parce qu'on constate que sous les panneaux photovoltaïques intelligents que l'on a maintenant, donc qui s'adaptent bien en fonction de la lumière, en fonction de la saison, etc., y compris qui peuvent être complètement verticaux et donc disparaître en quelque sorte, on arrive à créer des microclimats avec un différentiel de 2 degrés de plus ou 2 degrés de moins, ce qui, l'hiver et l'été, peut avoir des conséquences vraiment très intéressantes sur la production agricole. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, l'agrivoltaïsme me semble être au croisement de toute une série de besoins à la fois agronomiques, sociétaux, énergétiques, et ça devrait se développer vraiment très considérablement. Et c'est en train de se développer très considérablement. Ariel en fait beaucoup. Et... En horticole, c'est 30% de croissance en plus des végétaux sous protection. Et en plus, ça protège de la grêle. Et ça protège de la grêle. Or, on voit quand même de plus en plus de tempêtes de grêle. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant. On a une autre question. On a beaucoup de questions. Oui. Comment la question du coût du TURPE pourrait être tranchée? Est-ce que des études de coût réel de l'acheminement classique et local sont menées? Et si ce n'est pas le cas, qui devrait les commanditer? C'est la creux. Et comme par hasard, ça mûre. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va en avoir ras-le-bol et qui va aller poser la question directement à la Commission européenne. En fait, il y a un souci de transparence sur le sujet. Si la copie était ouverte, de l'autre côté, la copie d'autoconsommation collective, même les pipiers qui s'intègrent dans le réseau, pourraient emmener les plus et les moins grâce à la visibilité qu'il y a derrière. Derrière cette question, il y a en fait un sujet qui pour moi est récurrent, c'est introduire de la rationalité dans la gestion de l'énergie en France. Alors ça paraît complètement altruisme ce que je suis en train de dire, mais ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à raisonner de manière posée, avec un partage sur les données de prix, les données de quantité, les données de besoin, les données de consommation, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette relative opacité sur les coûts comparés est assez dommageable parce qu'elle ne permet pas de faire des choix rationnels. C'est-à-dire de se poser, de dire, bon, ben, si on fait ça, ça coûte tant, et ça rapporte tant, y compris, du reste, ça peut rapporter autre chose que de l'argent immédiat. Hein. Et si on prend l'autre solution, la même chose. Et ensuite, on compare et on essaye de prendre la solution qui est la plus favorable pour les collectivités. Sauf qu'on n'arrive pas à faire ça. Me semble-t-il. La question, elle pourrait être fixée rapidement parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par une députée en mars 2022. Dans cette proposition, la députée propose d'exonérer de la TURPE pendant les 10 premières années du projet, le temps d'atteindre un seuil de rentabilité et ensuite de taxer au niveau de l'utilisation réelle du réseau, en fait. Donc, c'est une proposition de loi qui n'a pas encore été discutée, etc. Mais c'est ce genre d'initiative pourrait totalement régler cette question. À savoir que ça a déjà commencé à être réfléchi parce que dans l'appel d'offres creux
autoconsommation, justement, le complément de rémunération des producteurs était basé un petit peu là-dessus. Il y avait un remboursement du TURP et des taxes pour les producteurs de l'opération d'autoconsommation collective les 10 premières années. Oui, donc on est dans cette logique-là. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans cette logique-là de la généraliser à tous les projets. Derrière, opérationnellement, je vous avoue que ça va être compliqué. Si c'est pas un complément de rémunération, ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que chaque fournisseur d'électricité, il faut qu'Enedis informe les fournisseurs d'électricité, les consommateurs d'opérations d'autoconsommation collective, depuis combien de temps l'opération de leur client a commencé, pour qu'ils sachent, les 10 premières années, je collecte pas le TURP. Ça va commencer à telle date. Ça va commencer à telle date. En plus, si le consommateur change de fournisseur d'électricité, il faut que le nouveau fournisseur ait cette histoire. Enfin, on voit déjà les complications qu'il y a eu sur la bonne facturation de l'électricité par les fournisseurs. Je pense que c'est compliqué. De toute façon, c'est une proposition. Hein. Oui, ça a vocation à être justement discuté, mais je pense que c'est intéressant quand même de voir qu'il y a une volonté politique qui est aussi d'aller contre la doctrine actuelle de la CRE qui est plutôt... Il y a eu un changement à la tête de la CRE, ça va peut-être évoluer aussi. Qui paye la TURP? C'est les particuliers? Tout le monde. En France, mais les États. L'Italie ne paye pas une part de TURP, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un sujet, c'est que la TURP est portée donc, pour satisfaire un réseau nécessaire au flux énergétique. C'est la question que vous sur posez, les exportations. Sur les importations. C'est en permanence, par exemple, vers l'Italie et vers la Suisse, on va dire, on est exportateur en permanence. Et on est importateur en permanence en provenance de l'Allemagne, Belgique ou de l'Angleterre. Voilà. Ça, c'est l'équation sur le mois de novembre. Donc, pourquoi la TURP ne serait pas aussi portée par pays qui servent de la France comme autoroute? Ça, je ne sais pas. Là, Un camion qui passe sur un autoroute français qui vient de France ou de Belgique ou d'Italie, il paye le péage en France. Ouais. Et là, quand vous prenez les autoroutes suisses, vous payez... Voilà, la Suisse. Comment ça se passe? Là, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas. Certainement, ça allégerait peut-être aussi la facture pour les utilisateurs locaux si les utilisateurs des grands canaux de transport d'énergie payaient leur panneau. C'est le sujet. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. C'est tout ça qui fera basculer les choses. Il y a encore une question? Oui. Alors, c'est la dernière quand même. Quel espoir a-t-on que les dispositions des marchés publics évoluent pour que les collectivités puissent plus facilement s'approvisionner localement via des opérations d'autoconsommation collective? Le sujet peut-il être réintégré dans le projet de loi ENR? Alors, je crois que c'est le cas. Mais je crois que c'est des sujets qui sont en cours de discussion parce que ça a été porté par la filière là-dessus. Il y a eu des discussions avec la DGEC, donc on espère qu'il va... Alors, faut poser. Hein. Nous, on voit en fait que ça rassurait pas mal les producteurs privés, justement pour des questions de financement, parce que quand on est développeur privé, on a une centrale qu'on veut valoriser en autoconsommation collective, on va réfléchir à quel consommateur on va aller chercher et qu'est-ce qui va rassurer les banques. Dire que dans l'opération d'autoconsommation collective, il y a une collectivité qui va absorber une grande partie de la production, la collectivité, de toute façon, elle va pas bouger. L'école va rester là, la mairie, les équipements vont rester là. Donc, c'est une base de consommation qui peut être assez impactante et assez rassurante, notamment pour les financeurs des projets qui se disent, c'est bon, au moins ça c'est sécurisé. Après, les autres consommateurs privés peuvent aller et venir. Il y a un foisonnement qui est suffisant, mais se pose la question de certains départements juridiques et financiers d'achat des collectivités de dire dans quel cadre en fait j'achète cette électricité. Si je suis en dessous des seuils et que ça correspond à pas grand chose par an, ça passe. Si on est sur des opérations plus importantes et qu'on dépasse 40 000 € d'électricité par an, ça peut être un petit peu plus compliqué. Très bien. Mais écoutez, je crois qu'il y a eu beaucoup de questions. Merci à tous. Merci pour l'invitation. J'espère que nos auditeurs ont été intéressés. En tout cas, le nombre de questions que nous avons eues montre qu'il y a indéniablement eu un certain intérêt pour ce que nous avons raconté ce matin. Voilà, bonne journée à tous et merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.